Le 5 mai 1945. Autriche. La guerre en Europe s'arrête dans moins de 72 heures. Adolf Hitler est mort dans son bunker. Partout sur le continent, les colonnes de la Wehrmacht déposent les armes par milliers. Mais dans les Alpes tyroliennes, une forteresse médiévale domine encore la vallée sur son éperon rocheux, le château d'Iter. À l'intérieur des murs, une scène irréelle se prépare. Pourquoi des ennemis jurés partagent-ils la même tranchée? La réponse est une question de survie. Face à la mort, les uniformes n'ont plus d'importance. À l'image, des soldats américains derrière des mitrailleuses de calibre 50, juste à côté d'eux, épaule contre épaule, des soldats allemands. Ce ne sont pas des prisonniers. Ils portent l'uniforme de la Wehrmacht, ils sont armés et ils ouvrent le feu sur d'autres Allemands. À la tête de ce groupe improbable, on trouve un commandant de char américain au charisme d'acteur de cinéma et un major allemand qui ne pense qu'à rentrer chez lui. Ils combattent un ennemi commun, la Waffen-SS. Une division de fanatiques grimpe la colline avec un seul objectif, massacrer chaque personne présente dans l'enceinte. Les défenseurs disposent d'un unique char Sherman et de munitions limitées. Ils doivent protéger les prisonniers les plus importants du conflit, des anciens premiers ministres français et des généraux de haut rang. Ce n'est pas un scénario de fiction, les faits sont réels. C'est l'unique moment de l'histoire où l'armée des États-Unis et l'armée allemande ont combattu comme alliés durant la Seconde Guerre mondiale. C'est le récit de la bataille du château d'Iter. Le jour où des ennemis sont devenus des frères d'armes, le jour où un blindé nommé Besotten Jenny a tenu la ligne face aux troupes d'élite de la SS, à première vue, une simple forteresse ancienne. Mais en réalité, le théâtre d'un affrontement final sans précédent. Pour comprendre cette alliance, il faut regarder l'identité des captifs enfermés derrière ces murs de pierre. Les événements se sont alors accélérés. Tout commence par la liste des occupants de Schloss Iter. Ce n'était pas une prison ordinaire, c'était une cage de luxe. Les nazis utilisèrent le château d'Iter pour détenir des prisonniers d'honneur, des personnalités françaises de premier plan. À l'image, des murs de pierre massifs et des barbelés. À l'intérieur se trouvaient les hommes qui dirigeaient la France avant la défaite. Édouard Daladier, l'ancien Premier ministre, Paul Reynaud, un autre chef de gouvernement, le général Maxime Weygand, ancien chef de l'armée française, et Jean Borotra, une star internationale du tennis. Pourquoi ces hommes étaient-ils enfermés ensemble? Pour servir de monnaie d'échange, mais la cohabitation était un enfer. Ils détestèrent les Allemands, mais ils se détestaient encore plus entre eux. Ils passèrent des journées entières à se disputer sur la politique et les erreurs de 1940. Pendant ce temps, les unités de la Waffen-SS surveillaient les sorties. En mai 1945, l'ambiance change. Les gardes deviennent nerveux. Sebastian Wimmer, le commandant SS du château, sait que la guerre est perdue. Il voit les cartes de l'état-major se réduire. Si les Américains le capturent, il sera jugé et exécuté. Mais il a aussi les ordres de Himmler sur son bureau. Aucun prisonnier ne doit sortir vivant. La tension est palpable dans les couloirs. Le 4 mai, Wimmer observe l'horizon. Les lignes américaines approchent. Dans les forêts aux alentours, des unités SS fanatiques rôdent encore. Wimmer prend une décision brutale, il abandonne son poste. Il rassemble ses affaires, quitte le château et s'enfuit. La solution est apparue là où personne ne l'attendait. À quelques kilomètres du château, dans la petite ville de Vorgel, le major Joseph Gangl cherche une issue. Gangl est un officier de la Wehrmacht, un soldat de carrière. C'est un vétéran décoré du front de l'Est. Mais c'est aussi un anti-nazi convaincu. En secret, il collabore déjà avec la résistance autrichienne. Pourquoi Gangl risquait-il sa vie? Il n'avait plus le choix. Les SS préparaient l'exécution de la ville. Ils voulaient faire sauter les ponts et combattre jusqu'au dernier homme. Gangl refuse ce massacre. Il veut sauver les civils. Il veut garder ses soldats en vie. Il cherche désespérément une unité régulière à qui se rendre. C'est alors qu'un messager surgit au milieu des décombres. Un cuisinier tchèque vient de traverser les lignes SS à vélo. Il apporte une nouvelle alarmante. Les dirigeants français sont pris au piège dans la forteresse. Les troupes de la mort approchent pour les liquider. À l'image, Gangl regarde ses cartes, le visage marqué par la fatigue. Le major est face à un dilemme brutal. Seul, il ne peut pas stopper les SS. Ses effectifs sont trop réduits. Mais il refuse de laisser les VIP français se faire assassiner. Pour lui, ce serait une tache indélébile sur l'honneur de l'armée allemande. Gangl prend alors une décision suicidaire. Il saisit un drapeau blanc. Il monte dans sa Kubelwagen, la Jeep allemande de l'époque. Il appuie sur l'accélérateur et fonce droit vers les lignes américaines. Il ne cherche pas le combat.
Ils cherchent une alliance impossible. À 13 km de là, dans la ville de Kufstein. La 12e division blindée des États-Unis vient de prendre position. À la tête de l'unité de reconnaissance se trouve le capitaine John. Soudain, une voiture allemande s'approche avec un drapeau blanc. Lee pose la main sur son pistolet. Il attend, mais l'officier allemand ne tire pas. Il fait un salut militaire, c'est le major Gangle. Gangle explique la situation dans un anglais haché. « Capitaine, des personnalités françaises sont prises au piège. La SS arrive. Je veux vous aider à les sauver. » Lee fixe Gangle du regard. Un major allemand qui demande à unir ses forces, à première vue, une alliance impossible. Mais en réalité, la seule option. Pourquoi Lee a-t-il accepté? C'était un homme de risque. Il mâche son cigare. Il regarde la carte. Il finit par lâcher « D'accord Fritz, allons les chercher ». Il contacte son quartier général par radio. Je lance une mission de sauvetage au château d'Iter. Je prends le major allemand avec moi. Ses supérieurs pensent qu'il est fou. Les communications grésillent. Finalement, il donne le feu vert. Lee rassemble une force réduite, 2 chars, 7 fantassins. Et le camion de Gangle rempli de soldats de la Wehrmacht. On voit à l'image le convoi le plus étrange de la guerre. Un char américain en tête, un camion allemand juste derrière. Ils roulent ensemble vers le territoire contrôlé par la SS. Mais ce n'était que le début. En remontant la route sinueuse vers le château, ils tombent sur des barrages de la SS. Le char Besotten-Jenny ouvre le feu. Les obus pulvérisent les obstacles. Les soldats allemands dans le camion épaulent leurs fusils Mauser. Ils tirent sur les SS. Le bruit des détonations sature l'air. Ils se frayent un chemin jusqu'aux portes du château. Les prisonniers français sortent à leur rencontre. Parmi eux, des anciens présidents et des généraux. Ils attendent une armée américaine massive. À la place, ils voient un seul char, 7 Américains, et une poignée de soldats de la Wehrmacht. La déception est visible sur leurs visages. L'erreur était interdite. Les SS n'étaient plus qu'à quelques kilomètres. L'histoire s'est jouée à cet instant précis. « 14 soldats. C'était tout ce qu'il restait pour faire face aux vagues allemandes. Les Français étaient sous le choc. Ils cherchaient des yeux le reste de l'armée. Où sont les renforts? Ont-ils demandé. Le capitaine Lee est descendu de son char. Il a affiché un sourire froid. C'est moi, les renforts. Pourquoi Lee était-il si calme? Il n'avait que quelques hommes. Mais il savait que la peur était son pire ennemi. Lee a pris le commandement. Il n'était que capitaine, mais il donnait des ordres aux anciens ministres français comme à de simples recrues. « Allez à l'intérieur », leur a-t-il lancé. « Restez loin des fenêtres ». Il a manœuvré son char, le Besotten-Jenny, pour le placer exactement devant la porte principale. Il a ordonné aux tireurs de braquer le canon sur la route. L'organisation s'est faite dans l'urgence. Lee a placé les soldats allemands sur les remparts. Il a posté ses fantassins américains dans les tours de guet. Il s'est tourné vers le major Gangle. « Vous surveillez le mur sud, je m'occupe de la porte. » Le major a salué. Sur les images d'archives, on imagine la scène. Le château est encerclé par la forêt. Le silence est total. Pour la première fois en 5 ans, la situation a basculé. Allemands et Américains ont partagé leurs cigarettes. Ils ont échangé de la nourriture. Ils ont vérifié les armes les uns des autres. Les uniformes étaient différents, mais l'objectif était le même. Ils savaient tous qu'au lever du soleil, ils allaient mourir ensemble. À première vue, une alliance impossible, mais en réalité, leur seule chance de survie. 5 mai, au petit matin. Le brouillard s'est dissipé lentement. Un premier tir a déchiré le silence. La Waffen-SS était là. Environ 150 hommes de la 17e division de Panzergrenadiers. Ils avaient des canons anti-chars, ils avaient des mortiers, ils avaient des mitrailleuses lourdes. La fureur des SS était totale. À travers leurs jumelles, ils ont vu le char américain garé devant la porte. Ils ont surtout vu leurs propres compatriotes, les hommes de Gangle, tirer sur eux depuis les murs. Pour la SS, Gangle n'était plus un officier. C'était un traître à la nation. La bataille a commencé immédiatement. Les balles traçantes ricochaient contre la pierre. Le bruit des explosions résonnait dans toute la vallée. Il n'y avait plus de retour en arrière possible. Ainsi a débuté le combat le plus étrange de la Seconde Guerre mondiale. « 5 mai 1945. Les Waffen-SS ouvrent un feu nourri sur le château d'Iter. Les balles de mitrailleuses percutent les murs de pierre médiévaux. Des éclats de roches volent dans l'air. À l'intérieur, les prisonniers français ne se contentent pas de subir.
Pourquoi des politiciens ont-ils pris les armes? La réponse est simple, ils n'avaient aucune autre option pour survivre. À l'image, l'ancien Premier ministre Paul Reynaud saisit un fusil. À ses côtés, le général Gamelin et Jean Borotra, la star du